Donc, autour de la table, Jérôme Dédéian, salut Jérôme, associé tout sur mes finances. On va parler des finances de la France, justement, voilà. Philippe Wechter. Salut Philippe, chef économiste Ostrom Asset Management, et donc André Le Scruc-Pietri. Bonjour André. Bonjour Stéphane. Mais même, tu as complètement laissé tomber ta carrière chinoise, ta première carrière chinoise, celle grâce à laquelle on s'est rencontrés il y a 10-15 ans. Il y avait une interruption qui est assez rare, puisque moi j'avais fait un passage dans le cabinet ministériel, donc j'étais les seuls non-énarques, non-ex-DGA du cabinet de la ministre des Armées. Expérience fabuleuse, parce qu'il faut aussi toujours voir l'autre côté. Et depuis, j'essaye de m'engager sur le bien commun, et notamment sur les sujets technologiques. Mais bon, la Chine, elle est omniprésente là-dessus. Avec JEDI, Joint European Disruptive Initiative, c'est ça. Voilà. Donc, démarrons avec... alors, j'ai mis carnet de chèques de la France, donc c'est les candidats de droite là, qui s'en donnent à cœur joie. Macron fait campagne avec le carnet de chèques de la France, dit Xavier Bertrand. Et Valérie Pécresse, qui se lâche là, elle l'accuse de cramer la caisse. Vous avez vu le truc? Il est en train de cramer la caisse. Jérôme, est-ce qu'il est en train de cramer la caisse? Vous savez, moi j'aime bien les projets de loi de finances. Vous savez que c'est une... je suis ravi que tu sois là aujourd'hui. Psychiatrique là-dedans. J'ai pas encore eu le temps de me plonger dans les 220 pages qui ont été présentées hier, mais enfin quand même, comme je suis le truc depuis des années, c'est quand même assez intéressant. Et le débat sur ce budget est-il sincère ou pas, il me fait marrer parce qu'évidemment ce budget n'est pas sincère. Le seul élément de sincérité que le gouvernement a fait, c'est on vous aurait prévenu qu'il n'y a pas tout dedans et qu'on va le mettre par amendement parlementaire. Ça, là-dessus, ils ont été absolument transparents. Pour le reste, c'est quand même extraordinaire parce que il y a un paquet enfin, les ficelles sont un peu grosses dans la façon dont ils montrent qu'on va atterrir comme prévu. Dans la façon dont ils présentent le truc. Les deux plus grosses ficelles, c'est évidemment de prendre une prévision de croissance qui est inférieure au consensus, et donc ça leur en met sous le pied. Ils savent que ça va se rattraper. Enfin, elle est quand même à 4, leur prévision de croissance, donc moi je suis ravi qu'elle soit inférieure au consensus, mais elle est à 4 quand même. Ouais, non, ils ont pris, là, ils ont pris 6 au lieu de 6,3. C'est ça le sujet. Ah oui, là tu parles de 2021, là c'est le budget 2022 dont on parle. Oui, mais t'as les... Tu veux dire un acquis de croissance qui permettra de... D'accord. Deuxièmement, ils ont pris en compte sur 2021 et sur 2022 un marché de l'emploi beaucoup plus dégradé que la réalité qui va se produire. On parle de plus de 100 000... Bon, mais tant mieux tout ça, Jérôme, c'est de la saine gestion, ça. Non, mais moi, ça me fait marrer. Et si tu veux, le chef d'entreprise que t'es... Non, mais sur ce plan-là... puis alors, chaque fois que j'ai eu des actionnaires qui n'étaient pas moi, ça m'est arrivé dans ma vie, j'avais évidemment deux budgets, celui que je me faisais moi et celui que je vendais à mes actionnaires pour être sûr de ne pas avoir d'emmerde à la fin de l'année. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun problème avec ça. Voilà. Après, il y a quelques gros bidouillages. On peut parler de la façon dont ils piquent dans la CADES, tu sais, ce truc qui devait être temporaire, là. Ah, mais ça, je vais vous raconter une petite histoire sur la CADES. Pour essayer de montrer, faire croire que la finance de la Sécu sont équilibrées. Non, mais le vrai sujet, le problème qu'on a, c'est quand même la dérive des dépenses courantes. Ça, c'est le truc sur lequel on peut reprocher au gouvernement. 11 à 12 milliards, affichés d'ores et déjà dans le sujet. Et donc, en fait, pour l'instant, ils vivent dans cette espèce de flou, on est encore dans la réaction post-pandémique, de lutte contre la pandémie ou pas, donc on peut encore faire de l'exceptionnel et tout. La réalité, c'est que les dépenses courantes ont dérivé comme jamais elles n'ont dérivé, à part sous Chirac. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet sur la salubrité de nos finances publiques courantes. Et ça me fait plus, évidemment. Alors parce à la fin, c'est les citoyens et nos entreprises qui vont payer. 4,8 de déficit, sachant qu'on sera sur une moyenne européenne, j'ai regardé ça, autour de 3,5. Voilà. Et puis, c'est sur la dette, là pour le coup, ça s'est vraiment creusé, en fait. C'est normal, d'ailleurs, c'est des maths, tout le monde a doublé. Et donc, ceux qui avaient 30 arrivent à 60 et ceux qui avaient 100 arrivent à 200. C'est un peu le sujet. Donc, 114% de dette sur PIB. Qu'est-ce que je peux vous donner encore comme chiffre qu'on a eu? Oui, quand même, nette baisse de l'impôt sur les sociétés, donc qui se confirme. Et on sera passé sur le quinquennat de 33,3% de taxation des profits à 25%. Bercy estime avoir baissé de 26 milliards d'euros les prélèvements sur les entreprises. Philippe. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que depuis le début du quinquennat, on abaisse les impôts, que ce soit sur les entreprises. L'année dernière, c'était sur les impôts de production. Là, on abaisse l'IS, on abaisse la taxe d'habitation, on abaisse l'ISF. C'était la première mesure qui avait été prise par le gouvernement Macron. Et puis, dans le même temps, on augmente les dépenses de façon pérenne. C'est-à-dire que le Ségur de la santé, c'est quelque chose qui est dans la durée. Tout est fait de cette façon-là, ce qui fait que à la fin, et le vrai souci pour 2022 et pour après, c'est que le solde structurel, c'est-à-dire hors effet de conjoncture, reste très élevé. Et donc, on va se retrouver sur des chiffres entre 3,5 et 4 points de déficit structurel, et c'est monstrueux, alors que l'économie
aura retrouvé sa tendance naturelle. Sa tendance naturelle, c'est pas 6% ou 6,3% de 2021, c'est pas les 4% l'année prochaine, c'est plus 1,5%. Ouais, tout à fait. Et donc à 1,5%... Mais Philippe, tu peux pas, pas toi, tu ne vas pas prêcher pour qu'on fasse les erreurs de 2010-2011 quand même, et qu'on débranche l'ensemble des trucs trop vite. Je suis un vieux keynésien. Ah mais bien sûr, c'est pour ça que j'étais saisi. Non, le souci, c'est que on a, dans les mesures qui ont été prises, il n'y a jamais rien de temporaire. Et c'est ça le souci. C'est-à-dire que demain, si on veut récupérer et rééquilibrer les finances publiques, soit on a un coup d'accélérateur sur la croissance, et à ce moment-là, c'est merveilleux. Je ne sais pas si autour de cette table, quelqu'un imagine qu'on soit à 3% très rapidement, durablement, bien sûr. Soit on ajuste dépenses et recettes. Mais alors donc, attends, parce que moi, là, j'ai la question keynésien, parce que tout ça, c'est net de ce qui va venir, c'est-à-dire le deuxième plan de relance, qui est quand même toujours quelque part dans les tuyaux, de 20 à 30 milliards d'euros. Donc, il le faut ou il ne le faut pas ? Moi, je te dis mon sentiment, quand tu regardes la trésor des entreprises, les marges qui sont au plus haut depuis 1949, et la trésor qui est pléthorique comme jamais... C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est toute la difficulté. Même toi, tu le dis. Il y avait non, mais c'est intéressant. Il y avait un interview du patron du Conseil d'analyse économique dans Les Échos il y a 2 jours, qui disait il faut qu'on fasse la réforme des retraites. Ça donnera des ressources supplémentaires au budget. Ahurissante cette phrase, on est d'accord, Philippe ? C'est ahurissant. Ahurissant, j'en suis tombé de ma chaise. Ah oui, moi aussi. Et donc, si on a besoin de recettes, on en crée de nouvelles. On n'arbitre pas et on va les pomper dépenses. Sur les retraites, les cotisations, etc. C'est-à-dire une ressource affectée et ça, pour en faire un truc... Tu connais mon sentiment sur les tableaux qui sont à la fin des PLF, tu sais, les énormes annexes, etc., où là, tu as normalement les dépenses, enfin les recettes et les dépenses. Et tu as cette notion d'affectation, normalement. Et en fait, quand tu vois les liens croisés qu'il y a, ça fait très longtemps que tout ça a volé en éclats. André. On travaille de chaudron à chaudron, quoi. Je vais rajouter sur le débat sur le budget. Il y a quand même une chose qui me fascine, c'est que ce qui se passe en France se passe également au niveau européen. Rappelez-vous, on a quand même 750 milliards. Une partie de notre plan de relance est d'ailleurs financée par ça. La vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on utilise cette crise pour changer de modèle ? On va parler du numérique tout à l'heure. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression. Et c'est là où je pense que ce n'est pas un plan de relance qu'il faut, mais c'est un vrai plan de changement de l'économie structurelle. Et en fait, c'est toute la question de l'évaluation. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus rien qui est réellement structurel ou qui est temporaire. C'est à quel moment on débranche parce qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Et aujourd'hui, cette notion d'évaluation des politiques publiques, elle semble assez inexistante. Et en France, mais je vous rassure, en Allemagne, c'est la même chose. Et au niveau européen, idem. On a dit que 23% des dépenses allaient dans le digital et 30% allaient dans le vert. Mais... on n'en sait rien, en fait. C'est très vague. Et surtout, c'est quoi vraiment les objectifs ? Alors, on a un objectif macro, c'est de réduire 55% les émissions d'ici 2030, qu'on ne va évidemment jamais obtenir vu le rythme dans lequel on est parti. Donc vraiment, c'est cette question, c'est est-ce qu'on met cette évaluation ? Est-ce que aujourd'hui les politiques, est-ce que les différents budgets sont évalués quasiment en temps réel ? Regarde, alors j'ai été regarder. Donc il y a, a priori, un cantonnement de 165 milliards d'euros de dette Covid. Que l'on va traiter donc en mode CRDS, dette sociale pour l'éternité. Je suis tombé par hasard sur un rapport sénatorial de 2009. Tu vas adorer. Au départ, en fait, parce que je me disais, en fait, la dette sociale de la CRDS, c'est combien ? Au départ, 96, quand ils créent la CRDS, c'est 20 milliards. 20 milliards d'euros. Qui devait s'éteindre rapidement. Oui, avec une taxe temporaire. Alors, donc c'est 20 milliards d'euros, sauf qu'en fait, quand ça démarre, c'est déjà 40 milliards d'euros. Il y a 20 milliards qui sont venus se rajouter. On ne sait pas trop d'où ils viennent, mais ils sont là. Et le Sénat fait son rapport en 2009. Ces 40 milliards, ils sont devenus 134 milliards d'euros. C'est-à-dire, si tu crées un cantonnement de dette, en fait, tu as des espèces de petits lutins budgétaires qui t'y foutent des tas de trucs. Bim, la SNCF, bim, sans arrêt. C'est ahurissant. Tu te rends compte ? Passer de 20 milliards d'euros 96, tu es censé l'amortir, tu te retrouves avec 134 milliards d'euros de dettes reprises en 2009. Et là, c'est plus une petite bosse où on a mis la poussière sous le tapis, c'est un chameau sous le tapis, quoi. Extraordinaire. Et voilà, et c'est un chameau qui va rester longtemps. Et puis ils vont nous faire pareil. C'est-à-dire, là, on démarre à 165 milliards, on va passer à 300, 400, 500. Et avec un report de la date finale.
Tout à fait. sûr. L'augmentation, parce qu'on dit on touche pas, on n'augmente pas les impôts, mais on augmente la durée avant la durée de fin de la CRDS. Ben oui. Oui, parce que les mecs, ils font des maths quand même. Donc à un moment, ils se rendent bien compte que quand 2 plus 2 fait plus 4, il faut changer un paramètre. Oui, mais l'idée, c'est de dire, voilà, vous payez tant de CRDS, au lieu de payer jusqu'en, je sais pas, mais 2030, vous paierez jusqu'en 2042 ou jusqu'en 2050. Et puis ça va être 2070 à taux très faible. Mais c'est-à-dire ça n'a aucune importance. Mais oui, c'est ça, mais ça n'a aucune importance. En termes d'actualisation des choses, ça coûte très cher. Voilà. Alors, après, sur ces enjeux budgétaires, il faut dire quand c'est bien. Et moi, il y a un truc que Philippe a dit qui, moi, me parle en tant que citoyen ou chef d'entreprise, c'est que oui, on a baissé les impôts. D'accord ? On parle notamment du taux d'IS des boîtes à 25%. Il faut quand même dire que cette trajectoire, elle avait été promise sous le quinquennat précédent. C'est Hollande qui a fait ça. Et en fait, le fait de tenir bon là-dessus, ça, c'est un signal positif qu'on envoie à toute l'économie. C'est-à-dire qu'on peut faire des projets quand on est dans un environnement stable. Voilà. Et donc, s'ils étaient revenus sur cette trajectoire-là au cours du quinquennat, franchement, je pense que ça entame la confiance de façon considérable. Voilà. Après, on a quand même un sujet, c'est que si on ne fait pas sur les dépenses pérennes l'effort de restructuration qui nous permet d'assainir le truc, il y a un moment où ça va le semi-remorque, on va se le prendre dans la descente, notamment quand on sera revenu à un taux normatif de croissance, parce qu'on aura passé cette phase de rebond après l'énorme chute. Voilà. Et c'est ça qui est en train de se préparer, mais c'est pour le quinquennat précédent. Jérôme, on est dans le temps politique. Il y a 15 ans qu'on se parle à peu près, Jérôme, ensemble. Ouais. Voilà. Donc on s'est fait 3 quinquennats à dire la même chose. Quand même. Bien sûr. Et le poids lourd est toujours en train de descendre. Et on va dire, jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Juste un point quand même. Jusqu'ici, tout va bien. Juste un point quand même. Les projections qu'on pouvait faire sur le solde structurel n'étaient jamais aussi dégueulasses. Oui. Là, le chiffre que tu me donnes me sidère. C'est-à-dire que le solde structurel nous plante déjà par rapport au pacte de Maastricht, si jamais on retrouvait le pacte de Maastricht. Ouais. Et ça veut dire que si demain, par exemple, on a la COP26 qui démarre début novembre, si on prenait toutes les mesures nécessaires, probablement que ça bousculerait l'économie, qu'on aurait besoin de fonds, mais on part déjà d'un point préoccupant. Ben, tu en as l'incarnation avec le chèque énergie. Exactement. Tu as été obligé d'aller chercher 500 millions d'euros pour 5 millions de personnes, enfin c'est 5,8. Voilà, oui, ça va plutôt être près de 600. Oui, voilà, c'est ça, plutôt près de 600. Et donc c'est l'ensemble de ces marges qu'on n'aura plus du tout. Voilà. C'est autant de marges de manœuvre qu'on n'a pas. Et alors, dans un monde où tout le monde dépense, on peut toujours dire que nos partenaires font ça parce qu'on a relancé en commun, etc. Mais dans un monde où on est de nouveau le seul mauvais élève de la classe sur la partie structurelle, ça peut commencer à se tendre. Et là, ça va être intéressant avec les élections allemandes de dimanche, parce que on va avoir une coalition peut-être à 3, sur laquelle il est peu probable qu'ils s'entendent parfaitement. Le risque, c'est qu'ils s'entendent sur l'Europe. Qui s'entendent sur le dos des Français. Et oui, on en parlait hier, ils y arrivent assez facilement, les Allemands. Tu évoquais tout à l'heure... négatif. Tu évoquais 2010, 2011 tout à l'heure. C'est le risque. Moi, ça me paraît pas complètement négligeable. André, tu le vois pas. Enfin, je sais pas si tu peux le regarder. Moi, il se trouve que j'ai reçu quand même un certain nombre de chefs d'entreprise, et notamment parce que c'est ce qu'on veut faire sur Bismart, PMI, petites et moyennes entreprises industrielles, etc., qui ont été chercher en fait les subventions du plan de relance au printemps dernier. Donc le premier plan de relance. Et franchement, c'est très efficace. Racontant ce qu'ils en ont fait, c'est de la subvention directe, des lignes de traitement de métaux qui sont modernisées, sur l'industrie agroalimentaire, des lignes de production qui sont modernisées, etc. etc. Tu ne vois pas là un changement structurel. Moi, j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'il est à ras de bitume, mais qu'en fait, il se passe quelque chose en ce moment dans notre pays. Il est clair qu'il se passe quelque chose, et le plan de relance, le premier plan a été un vrai succès. Alors après, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des marges, qui ont pris les PGE et qui véritablement... Mais là, je ne te parle pas des PGE. Non, là, c'est la subvention du plan de relance. Ah oui, d'accord. Oui, donc subvention du plan de relance. Oui, mais est-ce que... Oui, chacun a fait... Mais ça me fait penser un petit peu à la politique de recherche de l'Union européenne. Et Dieu sait que je suis européen, Dieu sait que je suis fan de l'Union européenne. Mais voilà, on a des dizaines de milliers de projets. Mais où est le cap ? La vraie question, c'est est-ce qu'on saupoudre, et forcément il en sort toujours des choses positives, ou est-ce qu'on se fixe quelques caps ? Et je pense que ce qui est arrivé dans les derniers jours, dans les dernières semaines, nous montre... Toi, tu voudrais 100 milliards sur l'informatique quantique, d'un coup, boum. On ne peut pas être bon partout.
il faut avoir quelques points forts parce que c'est comme ça qu'on est crédible dans le monde. C'est pour ça que je te parle du quantique, on est pas mal là. Oui, alors il ne faut pas commencer à la grande habitude qu'ont les Français et les Européens, c'est ce que les Anglo-Saxons appellent pick the winner, c'est-à-dire on va dire ça c'est nos 3-4 champions et on va leur donner de l'argent. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que ils n'ont pas du tout l'incentive à véritablement se dépasser, à aller beaucoup plus vite parce que je crois que la crise nous a aussi appris une chose, l'argent c'est important, mais le temps est tout aussi important que l'argent. Donc on peut avoir raison, mais si on est 6 mois en retard, on court derrière la courbe, au sens propre comme au sens figuré. Donc la vraie question, c'est de se dire, c'est quoi les quelques grands objectifs ? Philippe parlait de la COP26, il y a quand même quelques sujets qui sont majeurs. Si on veut véritablement qu'on ait une économie de l'hydrogène, il faut baisser d'un facteur 3 le coût de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, on n'est pas là, parce que 95% de notre hydrogène ne contribue pas du tout à la lutte contre et donc, tu mets le paquet à coût de dizaines de milliards sur quelques sujets où on fixe de manière quantitative. Et là, pour reprendre la fameuse phrase de Gaulle, c'est il faut arrêter d'avoir des entreprises qui cherchent ou des chercheurs qui cherchent. Il faut trouver, il faut être impitoyable. Et en plus, les meilleurs, ils adorent. Les meilleurs, ils adorent être challengés. Ce qui pose d'ailleurs le problème dans toutes nos entreprises, c'est qu'aujourd'hui, les grandes plateformes, elles posent des challenges comme ça. Et c'est pour ça qu'elles attirent les meilleurs talents. Parce que ce n'est pas du tout des philanthropes. Ils veulent avoir des résultats, ils veulent rester devant. Mais en échange, ils donnent des espaces de liberté phénoménaux. Ouais. Aujourd'hui, on a un peu tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire on essaye de prendre toutes les précautions pour s'assurer que celui à qui on donne l'argent est le meilleur, mais ensuite on n'évalue pas. Je reviens sur ce sujet. Tout à fait. En fait, il faut évaluer les résultats. Ouais. Et être... Jérôme, le seul moyen que la stratégie de filière où on concentre des sous avec un objectif et qu'on prend, tu sais, en macroéconomie, comme ça vient très bien d'être décrit par André, c'est d'abord de financer plusieurs champions qui vont se tirer la bourre, parce que la concurrence, même en R&D, elle a une valeur essentielle, et c'est d'évaluer. Voilà. Après, moi, j'ai une vision microéconomique de ces enjeux-là. Mon expérience personnelle sur ma boîte de confiture artisanale en Bretagne, à la Cour d'Orgère, c'est que on a pris le PGE en 15 jours. C'était extraordinaire. On a levé 500 000 balles en 15 jours. Ça a été super bien fait, pensant qu'on en aurait besoin. Il se trouve qu'on n'en a pas eu besoin. D'accord, pour financer la perte d'exploitation liée à la fermeture. Bon. Et donc, on a dit, en fait, on va essayer de fourguer des investissements dedans. Bien sûr. Bon. Et comme on avait déjà eu le malheur de refaire l'atelier, j'avais pas d'investissement industriel à présenter, donc j'ai présenté des investissements commerciaux. Et les mecs m'ont dit, ça c'est un chou-fleur, le PGE c'est fait pour lutter contre la perte d'exploitation liée à la fermeture, pas pour ouvrir des boutiques. Et donc ils m'ont repris, ils n'ont pas été d'accord pour qu'on le dépense pour ça. Et donc je leur ai rendu le plus vite possible parce qu'il pouvait servir à quelqu'un d'autre. Et du coup là je me retrouve avec un atelier, un outil industriel parfaitement refait, nickel, hyper productif, j'ai plus d'argent à mettre dedans, il peut faire 3 fois la production qu'on fait aujourd'hui. Mon problème c'est le développement commercial et je n'ai pas, dans le cadre du plan de relance, de subventions qui m'aident à ouvrir des boutiques. En fait, si tu as, parce que ta trésorerie, elle est pléthorique, comme toutes les boîtes, parce que tu as quand même eu le fonds de solidarité, parce que tu as quand même eu le chômage partiel, donc tu as en fait... Ouais, enfin pas au point d'ouvrir 4 boutiques d'un coup, alors que je peux produire pour les alimenter, donc je vais pouvoir en ouvrir une ou deux l'année prochaine maximum, sans m'endetter plus. Voilà. Je pourrais aller plus loin. La question sur les subventions, c'est vrai que ça marche. Est-ce que ça traduit la nécessité et le besoin à un moment donné de renouveler une ligne de production qui était vieillotte? Et donc, c'est tout le sujet. C'est effectivement une opportunité forte pour les entreprises, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient dans la continuité de ce qui était fait précédemment? C'est l'atelier que Jérôme ne peut pas upgrader encore une fois parce qu'elle est toute neuve, et donc on essaye de faire autre chose, ou est-ce que c'est l'atelier un peu vieillot sur lesquels on se donne un peu les moyens. Et puis c'est exactement ce que dit André, c'est très très intéressant, c'est-à-dire que tu modernises une petite boîte industrielle qui fait 3, 4, 5 millions d'euros et donc tu vas lui donner 5 ans peut-être. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aller en rupture, aller faire autre chose? Elle est quand même sur du traitement de métaux qui est quand même un truc un peu vieillot, etc. Très mauvais pour l'environnement, enfin tout ce qu'on veut. Enfin, tu n'as pas de notion de rupture en fait, c'est ça que tu dis André, dans l'ensemble de ce saupoudrage. Rupture surtout, je crois que on a bien compris. C'est pour ça que une fois n'est pas coutume, je suis plutôt optimiste sur ce nouveau plan. Alors oui, certes, ça va être à nouveau 20 ou 30 milliards de plus, mais bon, quelque part, une fois... Besoin. Les boîtes sont gorgées de cash. Oui, mais à nouveau, les boîtes... Là où le rôle de l'État est important, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'horizon de temps de la plupart des entreprises, il s'est quand même réduit. Plus personne n'investit à 10 ans. Alors, il y a des gens qui le disent, mais tu parlais du quantique, il y a des entreprises très célèbres en France qui ont parlé tout le temps du fait qu'elles parlaient du quantique. Quand vous regardez dans les chiffres, ils ont investi. Et c'est normal, c'est pas l'objectif des entreprises d'investir sur des sujets réellement de rupture. C'est là où le rôle de l'État est important, de préparer l'avenir. Et moi, c'est mon inquiétude, c'est que dans nos systèmes démocratiques, justement,
on n'a pas cette capacité de viser loin. Regardez le nombre de CEO qui reviennent de Chine. Et il ne faut surtout pas que ce soit la Chine qui nous donne des leçons. Peut-être une dernière chose. Le problème qu'on a, c'est cette notion de filière. Moi, personnellement, je lui tordrai de plus en plus le cou parce que de plus en plus, on est sur des sujets interdisciplinaires. Apple va devenir un géant de la santé. Le digital n'est plus un segment en tant que tel. Il pénètre tout. On a bien vu sur les vaccins qu'il fallait faire travailler des disciplines ensemble. Et ça, pour nos décideurs publics, mais je pense pour tous les décideurs, c'est très difficile parce que c'est pas du tout ce à quoi on est habitué. C'est le monde de demain. Passionnant. Autre sujet. Non, parce qu'après on n'aura plus le temps. Les autres me passionnent. Tu vois, c'est passionnant aussi parce que sur la les sous-marins. Non, attends. Regarde les sous-marins. Donc ils se sont parlé là, Biden, Macron, embrassons-nous Folleville, tout va bien, etc. Machin. Sauf que il y a un train qui est parti. Et donc, le train, il est de conséquences commerciales. C'est les Australiens, en fait, parce que les Américains, on n'y touche pas là, mais c'est les Australiens, mes chers Australiens. Impensable d'avancer dans les négos commerciales comme si rien ne s'était passé avec un pays en qui nous n'avons plus confiance. Voilà ce que dit Bruxelles, la Commission européenne, etc. Enfin, oui, ça vous semble légitime de mélanger les choses. On essayait, en gros, l'enjeu, c'est des débouchés pour la chimie. Pour nous, chimie, industrie agroalimentaire, enfin, produits transformés. Discussions qui ont démarré en 2017 et donc qui relèvent de la compétence exclusive de la Commission européenne. Alors on pourrait, sur cette affaire-là, que je connais un peu, en fait, le lien entre le contrat des sous-marins, la négociation de ce contrat, et les négos commerciales sur d'autres sujets, il n'est pas avéré. Franchement, il y avait pas de. Les trucs sont séparés. Sauf qu'ils essayent de le mettre dedans, quoi, maintenant. Non, mais Bruxelles. Oui, Bruxelles. Ok, fine, mais c'est Bruxelles. Là, le problème, c'est la France. C'est eux qui mènent les négos, Jérôme. C'est Bruxelles qui mène les négos, Jérôme. Bien sûr, mais c'est pas la bonne question. Est-ce que c'est la bonne question que pose Bruxelles ? Est-ce que Bruxelles dirait pas j'ai besoin de plus d'unité européenne, de plus de politique européenne intégrée, d'une défense européenne, bien sûr. Plutôt que de dire parce que vous avez planté mon partenaire français qui n'a rien vu venir, je me retrouve vraiment pas content. Oui, voilà. Et voilà, je suis pas content du tout. Et le réalisme économique va reprendre le dessus. Si on a vraiment besoin de déboucher à l'export en Australie, on va reprendre les discussions et puis on ira. Non, parce que c'est tout petit, tu vois, donc ils vont pouvoir. Mais c'est exactement, je suis d'accord. Vas-y. Le souci, c'est un prétexte. L'Australie, c'est pas très grand. Non. C'est stratégiquement intéressant, mais c'est pas très grand. Et le problème, c'est que nous, on a un intérêt français dans notre lien privilégié avec l'Australie pour une raison extrêmement simple. Vous allez très bien comprendre. Nous sommes le dernier pays occidental qui a une présence dans le Pacifique. Oui, mais ça, alors, c'est bon. Et donc, on a des liens. Non, mais on a des liens. Ils s'intéressent à notre armée, notre modèle de commandement, etc. On leur a vendu des hélicoptères il y a quelques années, des Tigres, et puis on a planté le contrat. On a eu un signe avant-coureur de la reprise en main américaine, parce que je rappelle qu'en janvier dernier. Non, mais je voulais pas qu'on refasse le débat. On l'a fait en long, en large, à travers le débat sur les sous-marins. Non, moi, c'est l'idée, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire la Commission européenne qui, en fait, coincée comme elle est, ne peut pas soutenir la France sur ce sujet, parce que en termes de défense européenne, on est à la rue, voilà. Et ça fait ça fait 70 ans que ça dure. Va tout faire porter sur des négos commerciales et faire capoter des négociations commerciales. L'idée quand même moi qui me dépasse un peu, c'est l'idée que les négociations commerciales ne sont que des grands contrats. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire on ne fait pas que des grands contrats quand on regarde les échanges internationaux. Si Jérôme veut ouvrir un atelier de confiture à Brisbane, il va l'ouvrir. Et c'est ça qui va faire de l'activité. C'est pas parce qu'on aura un grand contrat de X milliards. Et qu'ils auront pris des Tigres plutôt que des tapages de Boeing, tu vois, comme ils ont fait en janvier dernier. Je pense que, mais sauf que tu as toute une série de droits de douane, de tarifs qui doivent bien être négociés entre États, Philippe. Alors, en l'occurrence, tu dis, il monte ses boutiques à Brisbane. Melbourne, c'est mieux quand même. Hein. Mais il les monte à Brisbane. OK, là, le sujet, c'est s'il veut exporter ses confitures en Australie. S'il veut fabriquer sur place. Alors, non, mais de toute façon, je ne pourrais pas y aller sans fabriquer sur place pour une raison extrêmement simple. C'est que j'ai une cliente australienne historique qui était venue passer les vacances à Quiberon, qui a adoré nos confitures, qui nous en commande tous les ans. Je perds du fric pour servir la fidélité qu'elle a. C'est combien? Tu ne peux pas imaginer le formulaire de la FDA australienne pour balancer de la bouffe. Et ben voilà, mais c'est ça le sujet. Alors que c'est pas de la bouffe très fragile, je parle pas de conserve de poisson, je parle de confiture. Voilà. Mais c'est pour ça que c'était, tu vois, tu viens de m'expliquer pourquoi c'est agroalimentaire transformé. Bruxelles. Il y a deux choses. Il y a un accord commercial global entre l'Europe et l'Australie sur un cadre à définir.
et la négociation sur tel ou tel contrat. Absolument. Etc. Et donc, c'est deux choses différentes. Et donc, en agitant le truc, en disant vous nous avez trahis, c'est peu possible, rien ne sera plus comme avant, comment restaurer cette confiance, moi j'attaquerais sous l'angle, est-ce qu'on ne peut pas créer une mini-zone de libre-échange sur des secteurs qui nous intéressent, entre l'Australie et nous, en allégeant les droits de douane, les formalités, les machins, pour essayer de faire un flux pérenne qui peut nous aider. Mais c'est la Commission européenne qui va décider de ça. Bien sûr. Tu peux pas le faire toi. Ah bah oui, mais non. C'est là où tu te dis, sinon, tu fais le Brexit, on a quand même un petit sujet, puisque je rappelle que ce contrat sur les sous-marins, on l'a gagné contre les Allemands. Ouais. On l'a gagné contre les Allemands. Sûr. Et donc tu vois bien que tout le monde est schizophrène et que l'UE, elle se dit, je m'appuie, on a trahi mon partenaire français, mais en même temps, il y a un décalage. Enfin, c'est exactement comme dans une boîte, quand tu as plein de comptes d'exploitation de centres de profit différents et que tu as centralisé ta relation avec ta représentation du personnel. Les patrons des unités, ils sont à poil. Parce que tu as un décalage entre ce que tu négocies avec les syndicats et la réalité de l'autonomie du business. André. Voilà. Alors, je crois que il y a un décalage. Il y a vraiment, là, pour le coup, une injonction contradictoire, c'est-à-dire que la meilleure défense, de toute façon, c'est l'attaque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrancher dans notre camp séparé et probablement faire subir, ce qui est quand même notre intérêt, quand même, c'est les négociations commerciales. Mais bien sûr. La vraie question, c'est à nouveau cette question, pour le coup, de l'interdépendance. C'est-à-dire on ne peut pas, d'un côté, voir le commercial comme un silo séparé et le séparer finalement de ce coût stratégique, quoi. C'est en gros, on nous a fait comprendre qu'on n'était pas aussi important que ça. C'est ça la vraie réaction que moi j'attends de l'Europe, c'est de dire, là, donnons-nous les moyens. Et vous parliez de la défense européenne, mais moi c'est un drame. Moi je vois depuis 2017, il y a des efforts qui sont faits. Mais la méthode de faire, la méthode de distribuer des projets, le fait que chaque projet européen de défense doit être encore trois pays minimum, on n'a pas réussi à changer de méthode. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas réussi à débureaucratiser le projet européen. Mais pourquoi, André? Il y a plein de raisons. Mais parce que, alors je vais dire... Il y a peut-être les États membres qui n'ont aucune envie. Mais bien sûr, les Polonais ne seront... Enfin... Et on comprend pourquoi. Ils ont une frontière commune avec un ennemi qui, quand même, dans le passé... ils veulent le parapluie américain, point à la ligne. Ils le veulent toujours. Mais bien sûr. Ils n'en sortiront jamais. Mais ce qui s'est passé en Australie, les Polonais le notent aussi. Les Pays-Bas le notent aussi, c'est évident. Tout ça, c'est des petits points qui... Et donc, la question, c'est est-ce que la Commission européenne prend ça en compte et change ses méthodologies? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur la défense européenne, c'est pas du tout efficace. Ce que tu dis, André, j'ai le choix entre l'OTAN et la défense européenne. Aujourd'hui, je fais mon choix. Et si j'ai pas cette vision que partagent notamment les Français. Et on est à un moment de l'histoire où on peut encore faire le choix, parce que dans les différents États membres de l'UE, si on arrive à s'entendre, on a encore la technologie et le savoir-faire pour avoir une défense autonome et indépendante. Et ça, c'est un point important. Le jour où tu perds le savoir-faire sur tel ou tel point, tu le reverras. On parle des sous-marins, mais on s'est très focalisé, et à juste titre là-dessus, mais on a totalement omis de regarder qu'il y a aussi un accord d'échange technologique sur le quantique, la cyber et l'IA. Alors, il n'y a rien de détaillé. Tu veux dire entre les trois dans l'Alliance. Et ça, pour moi, c'est à long terme, c'est beaucoup plus important. Tu as raison. Que le sujet des 12 sous-marins à 40 Et en fait, ce qu'on nous fait aussi comprendre, et je vous rappelle quand même qu'il y a une stratégie à la fois française, allemande et de l'Union européenne sur la cyber, sur l'IA et sur le quantique, mais on nous a fait comprendre aujourd'hui qu'on ne compte pas. Je ne partage pas ce point de vue, je pense qu'on a notre base, mais ça doit être un wake-up call. Je ne veux pas reprendre le débat parce que je ne suis pas d'accord avec cette vision. Je pense que la France paye, alors là aussi, 50 ans de jouer au jeu et à de jouer au chat et à la souris avec l'OTAN. C'est-à-dire tu ne peux pas souffler le chaud et le froid en permanence depuis 50 ans avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et à un moment où, mais justement je veux qu'on en parle maintenant, à un moment où la menace chinoise, fondée ou pas, est en train de devenir de plus en plus présente, demander aux Américains de te faire confiance. Voilà, limite, on vit plus facilement avec 48 années de déficit budgétaire consécutif qu'avec 48 ans de gaulien, de réflexe gaulien. Voilà, tu vois. Un jour je suis d'accord, un jour je suis pas d'accord, un jour je suis d'accord, un jour je suis pas d'accord. Oh les mecs là. Et alors justement, André, question alors mais vraiment... Est-ce qu'ils sont en train de partir dans une nouvelle révolution culturelle, en fait, les Chinois? C'est un pays un tout petit peu à la dérive. On n'est pas les seuls à faire du en même temps. Hein. C'est quand même... donc moi, j'ai passé une dizaine d'années. Et à partir de 2011-2012, on voit quand même ce qu'on avait apparemment, j'y étais pas et pour cause, on avait seulement vu avec Mao et pas avec Deng Xiaoping et tous les autres dirigeants chinois. On commençait à avoir dans les marchés de Pékin des assiettes
avec la bonne tête de Xi Jinping à l'intérieur. Donc on était vraiment dans le symbole même de le culte de la personnalité, etc. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur l'éducation, sur le fait vous ferez 40 minutes de TikTok par jour, etc. On est vraiment sur l'éducation des masses. Et on n'est pas du tout uniquement sur... Il ne faut pas juste lire ça comme c'est un pays totalitaire qui essaie... Non, on est véritablement sur ce qui faisait l'essence du maoïsme comme il a été mis en place, notamment dans les années 50. Parce qu'ils n'y arrivent plus, en fait. Et en parallèle, il y a quand même des choses qui sont tout à fait étonnantes. C'est que, par exemple, cette reprise en main, on dit la reprise en main des géants de la tech, c'est à nous... Non, je pense que là, au contraire, alors ça va être très provoquant de dire ça, et je n'ai aucune admiration, pour ça que je suis tellement européen, c'est que je ne veux pas ce système de chez nous, mais ils ont compris que ces monopoles de la tech étaient en fait terribles pour l'innovation. Et ils sont en train de les casser parce qu'ils veulent garder ce moteur qui a été extrêmement profitable. Donc ils sont plus capitalistes que nous. Je pense que sur cet aspect-là, que nous, alors. Mais Lina Khan dit pas du tout, dit exactement la même chose, la patronne de la FTC aux États-Unis. Et ce qui serait un comble, à nouveau, c'est que les Européens aient pigé le coup avant les autres et qu'on soit les derniers à mettre en place des réelles mesures. Parce que pour le moment, l'impôt GAFA, les amendes de Bruxelles... Attends, pour aller plus loin, André, c'est pas quand même... On le voit avec Evergrande, c'est pas un modèle qui vacille en ce moment-là. Oui, mais là, je reprends ce que j'ai entendu il y a 15 ans sur le budget. Ça fait quand même aussi 20 ans qu'on dit que la dette chinoise va exploser. Il faut quand même pas oublier qu'il y a un ressort qui est leur population immense, qui aujourd'hui n'est que adressé à 300, 400, 500 millions de personnes. C'est-à-dire que, oui, ils vieillissent, mais tous les ans, on a ce qu'on n'a plus dans nos pays. On a une nouvelle population de consommateurs. Donc ça permet quand même de lisser les choses. Après, je pense sur Evergrande... Une population de consommateurs qui a quand même sur les épaules ses parents et ses 4 grands-parents. Oui, parce que c'est des enfants uniques, tous ceux qui sont là quand même. Oui, sauf que ils sont beaucoup, beaucoup plus riches et leurs parents et leurs grands-parents vivent encore avec des niveaux d'exigence qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Philippe. Moi, je crois que sur la question chinoise, oui, on a cette transformation. Il y a eu quand même une reprise en main politique très forte. Claire. Il y a une reprise en main des techs qui était inscrite à New York, au Stock Exchange de New York, pour essayer d'autonomiser la situation chinoise sur le plan financier. Ils font de l'autonomie stratégique. Tu continues, Philippe, la question est simple. Tu crois que tout ça reste sous contrôle? En fait, c'est ça la question que je me pose et peut-être que les Américains sont en train de se poser, d'où l'accélération des alliances stratégiques. Tout ça reste sous contrôle? Je pense qu'il y a une grande partie sous contrôle. Moi, je trouve intéressant ce qui s'est passé sur Evergrande parce que on a depuis 4 jours qu'on parle des sous-marins, on parle de guerre froide. On n'est pas du tout dans une situation de guerre froide. On est dans la guerre froide, on n'était pas dépendant de l'URSS en tant que puissance économique. On est totalement dépendant de la Chine sur le plan. Et les Chinois sont totalement dépendants de nous. Donc on est sur un modèle complètement différent. Et effectivement, la reprise en main des techs traduit aussi cette idée que il ne faut pas leur donner trop de pouvoir, il faut que l'économie continue de vivre. Et là, sur Evergrande, c'est de dire on ne veut surtout pas que ce soit une source de fragilité de nos relations avec le reste du monde. Donc, je pense que c'est ça le message très fort de cette situation, c'est que pour la première fois, les Américains sont face à une entité qui est très puissante sur le plan économique, qui est très puissante sur le plan politique, ce que n'a jamais réussi à faire l'Union européenne. Je ne sais pas si elle est très puissante sur le plan politique, Philippe. Quand à un moment, tu cours derrière ta jeunesse, en essayant de la récupérer par tous les moyens possibles et imaginables, quitte à lui dire qu'elle doit jouer 3 heures par semaine aux jeux vidéo. Enfin, me dis pas que tu es fort au point de vue politique, si c'est tout ce que tu as présenté à ta jeunesse comme projet politique, tu vois. Le budget de sécurité intérieure est plus important que le budget de défense. Mais voilà. Si augmente. Donc, alors si je joue pas aux jeux vidéo, je fais quoi? Tu lis le petit livre rouge? Mais non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est quand même une puissance politique qu'aucun autre... C'est une puissance économique et politique à l'échelle interne, à l'échelle extérieure, que jamais les États-Unis n'ont eu à faire face.
ni l'URSS, ni le Japon, ni l'Europe n'ont eu cette combinaison. Tu crois pas que l'URSS des années... Bon, on va pas... Mais l'URSS des années 60... On achetait quoi en URSS? Oui, mais... Des bouquins de maths qui étaient aux éditions de Moscou parce qu'ils étaient bien faits? Ouais, mais les stars du cinéma, elles allaient à Moscou, elles disaient « Oh mon Dieu, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est fantastique ». Oui, mais Le soft power russe des années 60, soviétique des années 60, on l'a oublié. Comme André Gide et quelques autres. Ça, c'était les années 30, ça, mais Yves Montand, voilà, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de compagnons de route qui sont fans du modèle chinois. Voilà, il n'y a pas de compagnons de route chinois. Ça, je suis d'accord. Oui, mais est-ce que si une société, une entreprise russe, soviétique faisait faillite, quel impact pour nous? On est d'accord, mais juste, c'est pas aussi simple. Voilà. T'as pas besoin d'un McCarthy, d'une commission McCarthy aux États-Unis pour essayer de déminer ceux qui sont sympathisants chinois, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui les relations entre la Chine et les États-Unis qu'entre la Russie et les États-Unis des années 60. Alors après, il y a un enjeu de combien ils auront de croissance à moyen terme. Mais c'est ça. La clé, elle est là. Mais oui. C'est-à-dire que finalement, cette pression politique qu'on voit, qui nous fait un peu peur, totalitaire, culte de la personnalité, tous ces signes qu'on a, cybersécurité intérieure, flicage généralisé, etc. Tous ces signes qu'on a, qui sont en fait tout ce qu'ils essayent de faire pour maîtriser leur terrain, qui est quand même extraordinairement hétérogène, et surtout dont les bouffées de violence qu'on cache. Il y a des éruptions un peu partout dans le pays avec des émeutes, etc. Tout ce travail-là s'arrêtera au réalisme économique. C'est-à-dire qu'ils disent oui, ils sont allés trop loin quand on a libéralisé, donc c'est pour ça qu'on prend les patrons, qu'on les envoie méditer sur leur fin dernière un peu partout, et donc secteur par secteur, ils se font les secteurs là, le truc. Mais ça s'arrêtera au réalisme de combien j'ai de croissance. Oui, mais la différence, la problématique chinoise, c'est que contrairement à tous les autres pays qui sont arrivés, que ce soit les États-Unis au 19e siècle, le Japon, la Corée, etc., c'est qu'ils ont une population infinie. Et ça, c'est une vraie différence. C'est comme le disait André tout à l'heure, il y a 500 millions de Chinois qui vivent bien, il y en a encore 1 milliard à faire bien vivre. Et donc, ça donne des marges. Mais ces marges, là encore, ça fait 15 ans que j'entends ça fait 15 ans que j'entends cette histoire, Philippe, je t'assure, avec notre merveilleuse Valérie Plagnol, qui, à l'époque, nous en parlait très régulièrement tous les matins, le virage vers la consommation intérieure. Eh bien, tu parles, il n'y a toujours pas de virage vers la consommation intérieure. Maintenant, c'est la double circulation, c'est la double boucle, c'est le nouveau grand thème. Il suffit de voir l'obsession, et moi je suis un petit peu sur LinkedIn, beaucoup de patrons de grands groupes européens, que ce soit en B2B ou B2C, la Chine est devenue plus importante pour eux malgré la crise. Ça commence à peser dans les BSF, dans les Volkswagen, d'où aussi cette position très ambiguë de l'Allemagne qui augmente aussi la méfiance. Il faut toujours, il paraît que c'est Kissinger qui disait ça, il faut se mettre dans les chaussures de l'autre. Quand on voit du côté américain, c'est sûr qu'on peut se poser la question de l'attitude de l'Europe par rapport à la Chine. Parce que, par exemple, l'Allemagne, et c'est ma grande inquiétude sur les élections, c'est que à la fois la CDU, à la fois l'Hachette, et ça je ne prends pas parti, et à la fois Olaf Scholz sont partisans de rester sur cette ligne de crête. Moi, je pense que la ligne de crête... C'est-à-dire très exportatrice, mercantile, industrielle... Et le danger, c'est que c'est une position de plus en plus instable. Ouais. Parce qu'on va nous demander de plus en plus de choisir. Je crois que la plupart des patrons d'entreprises, si ça continue comme ça, vont devoir choisir entre Chine et États-Unis. C'est terrible. Il y a un vrai truc, c'est que les moyens de pression des États-Unis dans leur impérialisme, qui est quand même, ils sont quand même capables de dicter leurs lois à la face du monde. Ils le montrent tous les jours. En termes on l'avait vu en Iran, par exemple. Les grosses boîtes européennes vont finir par avoir une pression en leur disant il va falloir qu'ils choisissent entre le marché américain et le marché chinois. Ce que les banques européennes installées à Hong Kong ont dit très très récemment au pouvoir chinois en disant ça, non, on ne peut pas le faire, et si on le fait, si vous nous obligez à le faire, on quitte Hong Kong. Exactement. Aucun problème. Ils voulaient en fait une loi extraterritoriale comparable à celle des États-Unis. Non. Non, mais on ne le fera pas. Biden avait fait un papier dans Foreign Affairs en 2019. Il était encore candidat à la candidature et il disait moi, je suis contre. Je prends le relais de Trump sur la Chine, mais je veux que les Européens m'aident. Je veux qu'on fasse une union avec les Européens pour lutter contre la Chine, etc. Et effectivement, les Allemands jouent un double jeu sur ce plan et qui Je ne l'appellerai pas un double jeu, et c'est même si j'ai des proximités avec l'Allemagne, c'est pas pour ça que je le disais. Je pense qu'eux sont coincés.
Ils sont Oui, aujourd'hui dans ils un sont dilemme coincés. stratégique. C'est ça, c'est pas un double jeu, c'est oui, un ça- jeu affiché. Oui, oui, mais c'est- En fait, ils se sont mis. Ils se cachent pas. Ils sont coincés. Ils Il sont faut bien coincés. voir que la Chine a mis beaucoup de pays. Alors, je parlerai de certains pays africains, maintenant de plus en plus de pays du Moyen-Orient avec le retrait des États-Unis. Où en fait, on se retrouve coincé. On dépend du. On se rend compte que c'est finalement pas si rose que ça. Mais on est totalement dépendant parce que on a, mais nous aussi. Et c'est là où, moi, je pense qu'il faut pas reprocher. C'est la fameuse fable du scorpion. Pourquoi tu fais ça ? Bah, je suis un scorpion, donc je pique. Une grande puissance va toujours se comporter. Et donc, je ne sais pas ce qu'on attend en Europe. Il faut la faire différemment. Il faut pas faire un État fédéral. Mais on n'a pas cette logique. On Et n'est il pas une faut. grande puissance. Non, mais on en a tous les. On en a tous les attributs. Ah, tous les mais ça- attributs. C'est l'attribut, et sans en avoir 450 millions, hein, sans en avoir la volonté. 450 millions, la première économie du monde, le premier marché commercial oui. du monde. Mais c'est Oui, pour moi un mais il problème est psychologique. Qu'est-ce qu'on en fait? Quand on est installé en France, il est toujours plus compliqué de s'installer à Berlin qu'à New York. Ouais. C'est ça le problème. Ce sera le mot de la fin, les amis. Merci infiniment. Donc, histoire de se remonter le moral, l'enfer numérique, c'est tout de suite avec Guillaume Pitron.